Un pas vient d'être franchi pour la tenue du dialogue politique interguinéen. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Bakary Fofana, a informé du gel de toutes les activités de la CENI relatives aux élections communales et communautaires durant 7 jours. L'institution en charge d'organiser les élections l'a fait savoir au ministre de la Justice ce lundi à travers un courrier. Cette initiative de la CENI a été prise pour donner toutes les chances au dialogue politique entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Cependant, malgré la réponse à l'un des points d'exigence de l'opposition, elle a dirigé des émissaires pour rencontrer le président du comité du dialogue ce lundi pour les derniers réglages avant l'ouverture. Fodéoussou Fofana et Baïdi Haribo ont demandé des clarifications relatives à des préalables que l'opposition avait soulevés pour participer au dialogue. Ces préalables sont entre autres le gel des opérations électorales, la libération des militants de l'opposition et l'inversion de l'ordre des futures élections. Certes, l'opposition pourrait prendre part au dialogue politique dont l'ouverture est prévue ce mardi 16 juin. À noter que la CENI, dans un communiqué précédent, a prolongé le délai de la révision de la liste électorale des Guinéens de l'étranger, majoritairement plus favorables à l'opposition. Inciter les femmes victimes de violences physiques ou morales à faire recours à la justice, c'est l'objectif de l'ONG humanitaire Avocats sans frontières. Ce lundi, à la Maison de la Presse, ces Avocats sans frontières ont présenté leur projet d'aide aux femmes victimes d'agressions dans le but de leur permettre de bénéficier d'une justice équitable. Pour cette année, ce sont les régions de Kankan, Zérékoré et Conakry qui sont ciblées. Donc, il s'agit pour nous, ONG, de lutter contre l'impunité d'abord, mais aussi de relever un des défis de la justice guinéenne. Parce que la justice guinéenne n'a pas encore dans ses activités une assistance juridictionnelle gratuite. Donc c'est pour nous une manière de combler ce trou en allant aider les femmes victimes de violences basées sur le genre, en les défendant gratuitement devant les juridictions, en les encourageant aussi à porter plainte contre les auteurs se rendent coupables de ces infractions, donc qui violent le droit des femmes. S'agissant des victimes du 28 septembre, ce membre de l'ONG Avocats sans frontières explique. Ce projet ne peut pas s'intéresser aux victimes du 28 septembre parce que, par essence, nos activités s'intéressent aux personnes démunies qui ne sont pas à mesure de se constituer avocats. Vous comprenez? Les victimes du 28 septembre ont déjà des avocats. Notre projet ne peut pas s'intéresser à eux parce que nous avons donné des objectifs aux bailleurs de fonds, mais aussi des personnes ciblées. En 2012 et 2013, cette ONG a développé ses activités dans les préfectures de Pita, d'Alaba et la région de l'Abi. En Basse-Guinée, les travaux ont été arrêtés par la faute de l'existence de la maladie Ebola. Bien, nous estimons qu'à la suite de ce projet, beaucoup de femmes qui sont victimes de ces infractions, soit ont peur d'en parler, de porter plainte, ou c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de porter plainte. Alors, nous allons les aider à porter plainte et à prendre en charge tous les frais de la procédure. L'ONG Avocats sans frontières demande à toutes les personnes victimes d'agressions physiques ou morales à venir vers eux afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de défenseur. À l'orée des élections présidentielles 2015, les mouvements de soutien pullulent de partout. Ce week-end dernier, au Palais du Peuple, l'Union des cœurs et des esprits pour la réélection du professeur Alpha Condé a procédé à la remise des cadeaux du prix de l'excellence aux meilleurs élèves des 5 communes de la capitale. Sous le slogan « Le lait à l'école », Mamatadi Condé est présidente de cette association. En créant ce mouvement, tout d'abord, ces initiateurs, loin de toute démagogie, ont voulu interpréter des cœurs et des esprits sur le sens du pardon, les vertus de la solidarité et de l'importance de l'entente dans une société, mais également sur la nécessité de préserver les acquis. La passion doit être au cœur de ces activités, des fidélités doivent se nouer. Sa situation s'explique par une
formations adéquates et un dialogue constructif prôné par la politique du président de la République. La présidente explique comment les fonds ont été concoctés pour la cause. On le sait bien, une association, c'est à partir des cotisations des membres. Mais permettez-moi de vous dire ici, comme vous entendez le nom de notre mouvement, l'association, nous avons mis nos cœurs et nos esprits. Donc, il n'y a aucun franc d'abord d'un membre. Ça viendra, parce qu'il y a le volet ONG, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter ici. Donc, ce don, c'est grâce à l'ensemble des membres du bureau exécutif qu'on l'a eu. Et surtout, je tiens à remercier aussi son Excellence, M. Oye Guilavogui, qui s'y est mis particulièrement aussi. Je le remercie infiniment. Quant au ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, estime que c'est une initiative à encourager. Un projet inspiré, aussi génial que de distribuer le prix de l'excellence aux meilleurs élèves de l'école de l'année 2015 avec ce prix symbolique qu'ils ont décerné aux meilleurs de chaque école. Mais la question que se posent les observateurs de la scène politique guinéenne est ce mouvement de soutien peut être une bonne base pour les campagnes présidentielles de 2015 qui s'annoncent très tendues entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Le mouvement des patriotes pour le développement a tenu un meeting le week-end dernier à Bessia, Port 1, dans la commune de Matoto. Ce mouvement avait pour but de mobiliser toute la jeunesse de Bessia, Port 1 pour la future réélection du président Alpha Condé au cours de la prochaine élection présidentielle en octobre. Cette jeunesse a profité pour faire des doléances. Nos militantes et militants se sont organisés en association, groupement, coopérative ou serrés pour pouvoir participer au programme de développement du professeur Alpha Condé dans le cadre informel. Mais ils sont la plupart en difficulté d'obtention des agréments ou financement suivant leurs objectifs qui sont assainissement, teinture, saponification, pêche, artisanale, agriculture, sensibilisation et action du développement de notre localité. Le vaillant président de ce mouvement a pris l'engagement que toutes ses préoccupations tomberont dans de bonnes oreilles. Il n'y a pas l'ombre d'un seul doute que Bessia est le bastion du RPG arc-en-ciel de la mouvance présidentielle. Le président Alpha Condé est, il faut le dire, une chance pour notre pays. Le président Alpha Condé est une occasion dans un pays comme la Guinée qui a raté autant d'occasions. Le président Alpha Condé est un atout pour notre pays. Il l'a montré et démontré pendant ces 5 années de gouvernance dans un pays qu'il a trouvé, n'est-ce pas, au banc de la communauté internationale, en rupture avec la communauté internationale. Aujourd'hui, la Guinée a renoué avec la communauté internationale, qu'elle soit la communauté économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit sociale. Pour le président du MPD, la jeunesse de Matoto doit être le fer de lance du professeur Alpha Condé, car le slogan « Un coup KO » doit être une réalité. Dans la ferveur de la célébration de son centenaire, la Jeune Chambre internationale voit se rengrossir en Guinée. Au cours de son assemblée générale de mi-mandat, la locale Conakry Renaissance a procédé à l'intronisation de nouveaux jeunes actifs au service de la communauté. Je suis très contente, c'est comme si je venais de renaître. Hyper contente. C'est un jour que j'attendais fort longtemps. Enfin, la Jeune Chambre me donne un espoir grandiose. C'est comme si on me disait qu'avec la Jeune Chambre, je pouvais tout avoir. Et tout est, rien n'est impossible avec la Jeune Chambre. C'est ça qui m'a vraiment heureuse. Outre le bilan à mi-parcours, la JCI Conakry Renaissance a animé des séries d'échanges sur les maladies Ebola, le paludisme et aussi exposé sur la problématique du livre dans l'éducation et l'enseignement.
Depuis le mandat d'indépendance, réalisé deux projets communautaires, tels que le projet Liforme de Balou et le projet André pour une bibliothèque. Et dans ce cadre, pendant notre AGB, les activités de pendant nous sommes en train de préparer l'activité là, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire une conférence d'information pour informer les membres, pour informer l'ensemble des invités sur la lutte contre le paludisme et aussi informer les gens pourquoi l'importance du projet en ligne pour une bibliothèque. Parce que le projet en ligne pour une bibliothèque, nous sommes là pour collecter des livres pour équiper une bibliothèque. Il est revenu aux représentants du président national de rappeler les fondements du citoyen actif. La Guinée aujourd'hui compte plus de 400 membres aujourd'hui et nous sommes déployés à travers tout le pays. Donc nous évoluons un peu sur la citoyenneté active. On constitue aujourd'hui le premier réseau mondial de jeunes citoyens actifs. La locale Conakry Renaissance de la GCI entend doter une école publique d'une bibliothèque afin de faciliter l'accès du livre aux élèves. La nouvelle vient de Libye. Mokhtar Belmokhtar, dit Le Borgne, a été tué par une frappe américaine. C'est ce qu'a annoncé hier soir le gouvernement libyen. Washington reconnaît que le chef djihadiste a bien été la cible d'un raid dans la nuit de samedi à dimanche, mais ne confirme pas pour l'instant sa mort. Un responsable du gouvernement libyen a précisé que la frappe avait eu lieu à Ajdabiya, à 160 km à l'ouest de Benghazi, dans une ferme où Belmokhtar tenait une réunion avec d'autres chefs de groupes terroristes. Si l'information est avérée, elle marquera la fin d'une longue traque contre l'ex-chef d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Connu aussi sous le nom de Monsieur Malboro, cet Algérien de 43 ans, trafiquant de cocaïne à 16 heures, avait créé fin 2012 son propre groupe de combattants, les Signataires par le sang. C'est en leur nom qu'il avait revendiqué en janvier 2013 l'attaque sanglante et la prise d'otages massive sur le site gazier d'Inamenas dans le Sahara algérien. Attaque qui s'était soldée par la mort de 37 étrangers, un Algérien et 29 ravisseurs. Il y a un mois, Mokhtar Belmokhtar avait démenti son allégeance à l'État islamique et rappelé son attachement à Al-Qaïda. Omar El-Béchir fêtant sa victoire, l'éternel canne à la main. C'était il y a quelques semaines seulement, après une réélection triomphale, plus de 25 ans après son arrivée au pouvoir. Le premier chef d'État en exercice recherché par la Cour pénale internationale défiait ainsi l'Occident, montrant qu'il était encore le maître absolu chez lui. Depuis 2009, la CPI a pourtant émis plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre lui. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide dans le cadre de la guerre civile au Darfour. Depuis 1989, cet ancien général dirige les affaires de son pays à la baguette, et notamment dans cette région pétrolifère de l'ouest du Soudan. En 2003, il arme des milices arabes pour étouffer dans l'œuf une rébellion contre son pouvoir. La guerre fait 10 000 morts selon le régime de Khartoum, 300 000 selon l'ONU et plus de 2 millions de déplacés. On l'accuse d'être à l'origine d'une campagne systématique d'intimidation, de meurtre et de viol contre 3 groupes ethniques. Une enquête démontrera que des armes chimiques syriennes ont été utilisées. En 2011, c'est malgré lui et sous la pression internationale qu'il accepte la partition avec le Soudan du Sud. Affaibli depuis, mais habitué à visiter les pays amis de plus en plus rares, Omar El-Béchir pensait pouvoir défier une nouvelle fois l'Occident en se rendant cette fois à Johannesburg. La Cour pénale internationale a juste rappelé à l'Afrique du Sud qu'en tant qu'État membre, elle était obligée de l'arrêter et de le lui remettre. L'Union africaine honore ses femmes d'influence. C'était ce vendredi à Johannesburg lors d'une cérémonie organisée en marge du 25e sommet des chefs d'État en Afrique du Sud. Parmi les lauréats, Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria et première femme chef d'État sur le continent. Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Winnie Mandela,
héroïne de la lutte anti-apartheid, et Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, des Living Legends, récompensée pour avoir inspiré d'autres générations. Beaucoup n'ont pas les moyens financiers d'aller à l'école, et si nos filles ne vont pas à l'école, alors elles se marieront très vite et deviendront aussitôt des mamans. Il est donc important pour nous de soutenir et de promouvoir le leadership féminin, parce que des femmes leaders sont les plus à même de se focaliser sur les problèmes de femmes. Autre catégorie, celle des femmes d'excellence, la Tunisienne Saïda Agrebi, l'Éthiopienne Nardos Bekele Thomas et la Sud-Africaine Graça Machel ont été distinguées pour leurs actions en faveur des droits des femmes et des enfants notamment. De manière collective, nous devons faire beaucoup mieux pour mettre fin aux violations en tout genre. J'exhorte les personnes ici présentes à penser au sort des femmes victimes de violences et qui n'ont pas accès à l'éducation. Nous sommes des privilégiés et avec ce privilège vient la responsabilité. J'accepte donc ce prix au nom de toutes les femmes qui aspirent à une vie meilleure. Rappelons que le prix Femmes d'Excellence a été conçu pour mettre en lumière les femmes d'Afrique et d'origine africaine qui ont contribué à la lutte pour l'indépendance économique, sociale et politique. Une initiative qui a une résonance particulière en cette année 2015 déclarée année de l'autonomisation des femmes par l'Union africaine. Je propose d'écouter quelques-uns des invités et quelques-uns des stylistes présents lors de cette soirée mémorable. Isabelle Hanno, comment on se sent à l'issue d'un tel show? On se sent bien, on est tout content, mais la pression est encore énorme parce qu'il nous faut faire Afrique Fashion Show 20. Voilà. Donc ça veut dire que cette manifestation est devenue la référence ici? Je pense oui que Afrique Fashion Show a atteint vraiment le niveau qu'il faut. Donc l'événement de référence en Côte d'Ivoire. Quelle soirée avez-vous passé? Une soirée extraordinaire. J'ai été marqué par la créativité de tous mes frères et sœurs africains. Le fait qu'une jeune africaine porte un tel événement, ça vous rend fière d'être africaine? Gilles Touré, bravo. J'avais envie de pureté justement pour cet anniversaire-là, quelque chose de sobre, chic et lumineux. Voilà, j'espère que ça plu. Collet Soardo, quelle soirée avez-vous passé? Une bonne soirée, je tiens à féliciter Isabelle Hanno de cette soirée. Et j'ai été très émue quand elle a fait son discours. Et vraiment, je pense que c'est des choses à renouveler. Ce qu'elle fait, c'est très bien pour la Côte d'Ivoire. Abidjan est définitivement la capitale de la mode en Afrique, illustrée ce soir par le magnifique anniversaire des 10 ans du show Mode Afrique Fashion Show. Un anniversaire où il a été question de pérenniser la mode africaine, mais également de lutter contre la contrefaçon. Et le message est visiblement passé puisque le public ravi a assisté à cette fête, en se donnant rendez-vous pour les 10 prochaines années, mais surtout également pour la prochaine année, pour encore vivre passionnément la mode. Le Salon du Bourget, c'est la grande fête de l'aéronautique dans tous les sens du terme. Car le secteur affiche une santé insolente. Le géant européen Airbus tire à la hausse la croissance des équipementiers avec 6% en un an pour une activité de 16,5 milliards d'euros et un carnet de commandes toujours bien rempli. Airbus justement qui doit livrer 174 A400M, son avion militaire multitâche dont le crash d'un exemplaire à Séville le 9 mai dernier avait un peu assombri l'avenir. Quant à l'avionneur Dassault, il a tout pour être heureux. Après les ventes historiques de son Rafale à l'Égypte, à l'Inde et au Qatar, il présente cette année son nouveau bijou, le Falcon 5X, un birecteur d'affaires de luxe. Mais un autre engin fait son entrée fracassante dans le monde de l'aéronautique. Il s'agit du drone, civil ou militaire, qui dope le marché des aéronefs. Ils sont des milliers, hommes, femmes, enfants, à fuir la violence et à tenter de trouver refuge de l'autre côté de la frontière. Pendant plusieurs jours, la Turquie a fait barrage, refusant de faire face à un nouvel exode de familles syriennes. L'armée a même usé de canons à eau pour les faire reculer. Mais la pression a été trop forte, les risques trop grands. Ces familles, baluchant sur le dos, manquaient de tout, d'eau, de nourriture, bloquées entre un grillage et des combats qui retentissent au loin. Les grilles se sont donc ouvertes hier soir, les autorités turques ont plié. Une fois la frontière passée, contrôle sanitaire et enregistrement de rigueur, les réfugiés qui ont des proches en Turquie ont obtenu l'autorisation de les rejoindre, les autres sont conduits dans des camps déjà existants.
Ils seraient déjà 13 000 à avoir pris le chemin de l'Exode pour fuir les combats autour de la ville de Tel Abyad, une ville clé tout près de la frontière où s'affrontent combattants kurdes et groupes État islamique. Ils sont tous convoqués à la barre dès le premier jour du procès. 16 prévenus, parmi eux Nikola Karabatic, la star du handball français, son frère Lucas ici à droite, ainsi que les compagnes des deux hommes. Tous poursuivis pour escroquerie ou complicité d'escroquerie. 12 mai 2012, l'affaire éclate après le match opposant Montpellier à Cesson. Plus de 100 000 € pariés sur un avantage de Cesson à la mi-temps, un montant exorbitant 40 fois supérieur à la normale. La Française des Jeux porte plainte. Le procureur de la République évoque une tricherie en équipe. Suspectés, 8 joueurs du Montpellier de l'époque ainsi que leur entourage. Nikola Karabatic et 2 de ses coéquipiers nient avoir parié. Les autres reconnaissent l'avoir fait. Une faute qui ne justifie pas de poursuite pénale pour leurs avocats. Tous les prévenus réfutent le trucage du match. Ils encourent 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.